Voilà. Alors, le dipôle électrique, je vous rappelle que je vous avais envoyé, on avait fait une partie du cours en amphi et je vous avais envoyé le PDF la semaine avant les vacances de printemps. Alors, on va reprendre ça du début. On va regarder la définition d'abord d'un dipôle. Alors, un dipôle, c'est un ensemble de deux charges opposées, donc deux charges, une charge moins Q et une charge plus Q, qui se trouvent l'une au point A et l'autre au point B, les points A et B étant très très proches l'un de l'autre, d'accord? Et on appelle petit a la distance AB qu'il y a entre ces deux charges. Alors, le dipôle électrique, il est caractérisé par ce qu'on appelle un moment dipolaire électrique. Alors, ce moment dipolaire électrique, on le note P. Alors, il est défini de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on prend chacune des charges et on la multiplie par son vecteur position. Alors, on considère le point O qui sera le milieu du segment AB, et les points A et B étant les points où se trouvent les deux charges moins Q et plus Q. Donc, le vecteur position de la charge moins Q, ce sera le vecteur OA, et le vecteur position de la charge plus Q, ce sera le vecteur OB. Donc, je fais la somme du produit de chacune des charges par son vecteur position. Donc, P, pour la charge moins Q, ce sera moins Q au A, et pour la charge plus Q, ce sera plus Q au B. Alors, si je mets Q en facteur, je vais avoir Q multiplié par OB moins OA, c'est-à-dire le vecteur AB. Alors, on appelle, puisque la distance, le petit a, c'est la distance AB, eh bien, ce vecteur AB, je vais l'appeler petit a, et mon moment dipolaire électrique, eh bien, ça sera le produit de la charge Q, qui est le module de chacune des deux charges, puisque l'une est vaut moins Q et l'autre plus Q, donc ce sera Q, multiplié par le vecteur A. Alors, A étant le vecteur AB, et qui est toujours orienté de la charge négative à la charge positive. Alors, l'unité du moment dipolaire électrique, c'est le coulomb-mètre, puisque j'ai le produit d'une charge par un vecteur position, un vecteur plutôt déplacement qui va du point A au point B. Donc, c'est bien une charge en coulomb multipliée par un déplacement en mètres. Alors, on parle, ici j'ai considéré que c'était des charges ponctuelles qui formaient ce dipôle, mais on peut continuer à parler de dipôle si on a deux répartitions de charges, deux distributions de charges, qui ont pour barycentre, donc pour centre de gravité, les deux points A et B. C'est-à-dire que je peux avoir une distribution volumique de charge qui aura pour barycentre le point A et qui sera une charge totale négative qui vaudra moins Q. L'autre distribution volumique de charge aura pour barycentre le point B, elle aura pour charge totale plus Q, et je pourrais continuer à parler de dipôle même si ce ne sont pas des charges ponctuelles. D'accord? Alors, c'est le cas de la molécule d'acide chlorhydrique, c'est le cas de nombreuses molécules qui sont formées de deux répartitions de charges et on parle de dipôle dans ce cas-là. Alors, ça c'est la définition du dipôle. Maintenant, on va voir ce que produit un dipôle. Alors, à chaque fois qu'on a une charge, eh bien, elle produit autour d'elle à la fois un champ et un potentiel. Eh bien, on va commencer par regarder le potentiel qui est créé par un dipôle. Alors, on va regarder ça à grande distance, c'est-à-dire pour une distance petit r très grande devant la distance qui sépare les deux charges. Je vous rappelle que le petit a, c'est la distance, c'est la longueur du segment AB, c'est-à-dire que c'est la distance qui sépare les deux charges moins Q et plus Q. Alors, la distance R, c'est la distance entre le point O, qui est le milieu du dipôle, le centre du dipôle, et le point M. Alors, le trait s'est effacé là, mais vous l'aurez dans le PDF que je vous enverrai. Donc ici,
Le petit r, c'est OM. Alors, je calcule le potentiel au point M, mais j'applique le principe de superposition. J'ai deux charges qui créent au point M un potentiel qui sera égal à la somme des deux potentiels produits par chacune des charges. Donc, pour la charge moins Q, je vais avoir moins KQ sur la distance entre la charge moins Q et le point M. Donc, ça sera la distance R1 plus le potentiel créé par la charge plus Q, donc plus KQ sur R2, R2 étant la distance entre la charge plus Q et le point M. Alors, je réduis au même dénominateur et j'obtiens V égale KQ R1 moins R2 sur le dénominateur commun qui sera R1, R2. Alors, jusque-là, je n'ai absolument pas tenu compte du fait que les deux charges moins Q et plus Q sont très très proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que ma distance petit a est très petite devant cette distance R. Alors maintenant, je vais en tenir compte et ça va me permettre de faire certaines approximations. Alors, première chose, la distance R1 moins R2. Alors, la distance R1 moins R2, ben, je prends R1, je lui retranche R2 et j'obtiens cette distance-là, donc qui sera R1 moins R2, alors que je peux assimiler à petit a cosinus θ. Alors, pourquoi? Parce que si le point M est suffisamment éloigné, eh bien, les directions, donc j'ai parmi les points, les directions A, M, O, M et B, M, elles seront quasiment les mêmes. Si le point M est très très éloigné, ce sera des directions qui seront presque parallèles. Ce qui fait que ce que j'ai appelé ici l'angle θ, d'accord? Alors, je reprends mon angle θ, c'est l'angle qu'il y a entre la direction du segment AB et la direction du segment OM. Eh bien, cet angle θ, je le retrouve ici. Si les directions AM et OM sont quasiment parallèles, eh bien, si OM fait un angle θ avec la direction AB, eh bien, AM va aussi faire un angle θ avec la direction AB. Ce qui fait que je vais pouvoir faire l'approximation que R1 moins R2, c'est-à-dire cette distance-là, eh bien, ça sera, si je regarde ce triangle rectangle-là, AB, donc petit a, ce sera l'hypoténuse, et R1 moins R2, ce sera le côté adjacent à l'angle, ce qui fait que R1 moins R2, je peux dire que c'est pratiquement petit a cosinus θ. Alors maintenant, dans mon potentiel, au dénominateur, j'ai le produit R1, R2. Eh bien, R1, R2, le produit R1, R2, eh bien, si le point M est très très éloigné du point O, eh bien, les distances AM, BM et OM, elles seront très très proches les unes des autres, ce qui fait que le produit R1, R2, je peux considérer que c'est pratiquement R au carré. Si R1 est pratiquement égal à R, que R2 est pratiquement égal à R, eh bien, si je fais le produit R1, R2, eh bien, j'obtiens R au carré. D'accord? Alors, ce qui fait que mon potentiel produit par le dipôle, alors j'avais le produit KQ par R1 moins R2 au numérateur et R1, R2 au dénominateur, ça me donne KQ A cosinus θ sur R carré. Alors, le produit QA, eh bien, c'est la définition de mon moment dipolaire électrique, d'accord? C'est le module de P. Donc, je vais pouvoir écrire que le potentiel à grande distance, quand le point M est très éloigné du dipôle, eh bien, ça sera pratiquement égal à, c'est une approximation. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas mis un signe égal, j'ai mis pratiquement égal.
à Kp cosinus θ sur R carré. Voilà pour le potentiel qui est créé par un dipôle de centre O, de moment dipolaire électrique P, qui se trouve à une distance petit r d'un point M. Alors, vous remarquez que R et θ sont les coordonnées polaires du point M si je considère que mon segment AB ici se trouve sur un axe horizontal, d'accord? Donc, mon angle θ, eh bien, c'est l'une des coordonnées polaires du point M, et R, c'est la deuxième coordonnée polaire du point M. Voilà. Alors, ce qu'il faut remarquer quand on regarde cette expression du potentiel, c'est que ce potentiel va dépendre de deux variables, les deux coordonnées polaires du point M, donc ça va dépendre de l'angle θ et ça dépend de la distance. Mais ce qui saute aux yeux ici, c'est qu'on trouve un potentiel en 1 sur R carré, alors que quand on a la distance petit r qui est du même ordre de grandeur que la distance qui sépare les deux charges, eh bien on a déjà fait ce calcul de nombreuses fois et à chaque fois on a trouvé un potentiel qui était en 1 sur R, puisqu'on a trouvé ici dans notre première étape, on n'a pas fait d'hypothèse sur la distance R. Eh bien, vous voyez bien qu'on a trouvé que le potentiel total, c'était moins kq sur R1 plus kq sur R2, c'est-à-dire que ça varie en 1 sur R. Or, dès qu'on prend R très grand devant la distance petit a, eh bien, les choses changent. Le potentiel, il n'est plus en 1 sur R, il est en 1 sur R carré. Voilà. C'est bon pour le potentiel? On peut passer au champ. Ça va? Bon. D'accord. Alors, bon, avant de passer au champ, on va regarder quand même les valeurs particulières. Donc, on a trouvé que le potentiel, c'est Kp cosinus θ sur R carré. Donc, on va regarder ça pour des valeurs particulières de l'angle θ. Alors, si θ égale 0, alors θ égale 0, ben mon point M, je vais le mettre à la position M1. Vous voyez bien que θ, je vous rappelle que θ, c'est l'angle qu'il y a. Je reviens à mon autre page. θ, regardez bien, c'est l'angle qu'il y a entre la direction du moment dipolaire électrique et la direction du segment OM. D'accord? C'est-à-dire le segment qui va du centre du dipôle jusqu'au point M, autrement dit, le vecteur position OM. Donc, θ, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur P et le vecteur OM. Voilà. Donc, quand θ égale 0, ça veut dire que mon point M se trouve ici. Vous voyez bien que l'angle qu'il y a entre P et le vecteur OM1, c'est bien un angle qui est nul. D'accord? Eh bien, quand θ égale 0, je remplace dans mon expression Kp cosinus θ sur R carré, et cosinus de 0 c'est 1, donc j'obtiens un potentiel qui vaut Kp sur R carré. D'accord? Alors, deuxième position particulière, quand θ est égal à plus pi sur 2. Quand θ est égal à plus pi sur 2, mon point M2 se trouve ici. Vous voyez bien que l'angle entre P et OM2, c'est pi sur 2. Eh bien, je remplace dans Kp cosinus θ sur R carré θ par pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, j'obtiens un potentiel nul ici. Alors ensuite, pour θ égale à plus ou moins pi, c'est-à-dire que je tourne l'angle qu'il y a entre P et OM3, je suis ici, au point M3,
soit je considère cet angle-là, donc c'est plus pi, soit je considère cet angle-là, c'est moins pi. Donc l'angle qu'il y a entre P et OM3, entre ces deux vecteurs, eh bien c'est soit pi, soit moins pi. À ce moment-là, ben, je remplace. Dans Kp cosinus θ sur R carré, je remplace θ par pi. Et j'obtiens moins 1. Donc j'ai moins Kp sur R carré. Alors, dernière position. Quand θ est égal à... Alors, j'ai le choix entre prendre 3pi sur 2, c'est-à-dire entre P et le vecteur OM4. Eh bien, c'est soit cet angle-là, c'est 3pi sur 2, soit cet angle-là, c'est moins pi sur 2, puisque je suis allée dans le sens inverse du sens trigonométrique. Donc, entre P et OM4, il y a soit moins pi sur 2, soit plus 3pi sur 2. Alors, à ce moment-là, que ce soit l'un ou l'autre, eh bien, le cosinus de moins pi sur 2 ou le cosinus de 3pi sur 2, c'est 0. Donc, j'ai au point M4 un potentiel qui est nul. Alors, il se trouve que tous les points qui sont sur cette médiatrice seront au potentiel 0. D'accord? Y compris le centre O. Hein. Tous les points qui sont sur la médiatrice, mais plus que ça, tous les points qui sont dans le plan médiateur. Alors, le plan médiateur, c'est quoi? C'est le plan qui passe par O, qui traverse le segment AB, qui coupe le segment AB perpendiculairement, d'accord? En passant par le point O, et qui va être, donc, pour vous, perpendiculaire à votre écran, d'accord? Eh bien, tous les points qui se trouvent sur le plan perpendiculaire à votre écran passant par le point O, eh bien, seront au potentiel 0, puisque il y aura toujours entre chaque point qui se trouvera sur ce plan médiateur, l'angle qu'il y a entre P et le vecteur OM, eh bien, sera toujours égal à pi sur 2. Donc, vous aurez un potentiel nul pour tous les points qui se trouvent dans le plan médiateur passant par voilà. Ça, c'est pour les valeurs particulières du potentiel. On regardera tout à l'heure les valeurs particulières du champ. Alors, on peut passer au champ, c'est bon? D'accord. Alors, le champ, ok. Donc, le champ électrique, eh bien, on va, puisqu'on a déjà le potentiel, eh bien, on va utiliser la relation qu'il y a entre le champ et le potentiel. Donc, E égale moins gradient de V, ou encore dV égale à moins E dL. Donc, on va écrire, puisque on a notre potentiel qui est exprimé en coordonnées polaires, eh bien, on va écrire ça, on va écrire cette relation entre le champ et le potentiel en fonction des coordonnées polaires. Donc déjà, notre champ, on va l'exprimer avec ses coordonnées polaires. Donc une composante radiale, ER multipliée par le vecteur unitaire UR, plus la composante transversale, Eθ multipliée par le vecteur unitaire Uθ. Alors je vous rappelle ce que c'est que le vecteur UR. Hein. Il faut vous rappeler ce qu'on a vu en mécanique. Le vecteur UR, il a toujours la direction qui va de l'origine vers le point N. D'accord? Donc, il a la direction, UR a toujours la direction et le sens du vecteur ON. C'est bon? Ensuite, à partir de UR, eh bien, on tourne dans le sens trigonométrique, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on forme un angle de pi sur 2. Et on obtient le vecteur unitaire Uθ. Voilà. Donc, j'ai deux composantes qui sont perpendiculaires entre elles, une composante radiale, ER-UR, et une composante transversale, Eθ-Uθ. Alors, puisque j'ai écrit mon champ en fonction à l'aide de ces composantes polaires, eh bien, je vais écrire aussi mon vecteur déplacement
dans ma relation dV égale à moins EdL, eh bien, je vais écrire dl en fonction de ses composantes polaires également. Alors, les composantes polaires de dl, c'est dr UR plus r dθ Uθ. Alors, si vous avez oublié ce qu'on a vu en mécanique à propos des coordonnées polaires, ben je vous rappelle ici que quand on a écrit la vitesse en coordonnées polaires, eh bien, on avait trouvé que la vitesse avait deux composantes, une composante radiale et une composante transversale, que la composante radiale, c'était dr sur dt UR, et que la composante transversale, c'était r dθ sur dt Uθ. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la vitesse, c'est le petit déplacement élémentaire dl. Je vous rappelle que la vitesse instantanée, c'est un déplacement élémentaire dl divisé par un intervalle de temps très très petit dt. Eh bien, pour avoir dl, je multiplie v par dt. Donc, ça me donne dl égale à dr sur dt multiplié par dt, donc dr UR, plus r dθ sur dt multiplié par dt, Uθ, donc r dθ Uθ. Voilà donc d'où vient mon vecteur déplacement élémentaire dl qui peut s'écrire en coordonnées polaires sous la forme dr UR plus r dθ Uθ. Alors, j'écris maintenant que dv égale à moins EdL, donc je multiplie les composantes suivant les mêmes axes, donc la composante suivant la direction radiale, donc ER par dr, et les composantes suivant la direction transversale, Eθ par r dθ. J'ai un signe moins parce que dv est égal à moins les produits scalaires EdL, donc j'ai dv égale à moins ER dr moins Eθ r dθ. C'est bon? Alors, d'un autre côté, mon potentiel, j'ai trouvé que c'était une fonction qui dépend des deux variables r et θ. Donc, je peux écrire sa différentielle totale en fonction des dérivées partielles par rapport à r et θ. Alors, ça, c'est une définition mathématique de la différentielle totale d'une fonction à plusieurs variables. Ici, je n'ai que deux variables qui sont r et θ, mais ça marche aussi quand on a plusieurs variables. On a déjà vu ça avec les coordonnées cartésiennes. Quand j'ai x, y et z, eh bien, je vais pouvoir écrire, si j'ai v qui dépend des trois variables x, y et z, eh bien, la différentielle totale de v, c'est la dérivée partielle par rapport à x multipliée par dx, plus la dérivée partielle par rapport à y multipliée par dy, plus la dérivée partielle par rapport à z multipliée par dz. Ici, on n'a que deux variables, r et θ, donc l'expression est plus simple. La différentielle totale de v, c'est la dérivée partielle de v par rapport à r, c'est-à-dire que dans l'expression du potentiel qui dépend à la fois de r et de θ, quand je calcule une dérivée partielle par rapport à r, ça veut dire que je considère θ constant et je ne dérive que par rapport à r. Plus dérivée partielle de v par rapport à θ multipliée par dθ. Ici, dans mon expression du potentiel, je considère que r est constant et je ne dérive que par rapport à l'angle θ. Alors, si j'identifie, donc dv, regardez bien, je l'ai écrit de deux façons différentes. Je l'ai écrit grâce à la relation dv égale à moins EdL, donc j'ai écrit les composantes polaires de E, les composantes polaires de dl, j'ai fait mon produit scalaire et j'ai obtenu cette expression. D'un autre côté, en écrivant la différentielle totale de V, ben, j'ai une deuxième expression, ben, j'identifie les termes en dr, donc j'ai moins ER égale à dérivée partielle de V par rapport à R, et j'identifie les termes en dθ, donc j'ai moins Eθ égale, moins Eθ R égale à la dérivée partielle de V par rapport à θ. Donc si
si je résume, je vais avoir ER, la composante radiale du champ, qui vaudra moins la dérivée partielle de V par rapport à R, et la composante transversale du champ, ça sera moins 1 sur R, dérivée partielle de V par rapport à θ, puisque j'avais l'égalité entre moins Eθ R et dérivée partielle de V par rapport à θ. Donc, si je veux Eθ, ben, je fais passer le R à droite, et j'ai Eθ égale à moins 1 sur R, dérivée partielle de V par rapport à θ. Voilà, ça c'est mes expressions, c'est mes relations entre les composantes du champ et le potentiel produit par le dipôle. Alors maintenant, ben, c'est le moment d'écrire que ma fonction V de R et de θ, en réalité, ma fonction, c'est Kp cosinus θ sur R carré. Eh bien, je dérive donc Kp cosinus θ sur R carré, je le dérive par rapport à R, donc je considère Kp cosinus θ comme constant, et je dérive 1 sur R carré. Alors je sais que c'est moins 2 sur R à la puissance 3. Je vous rappelle que c'est de la forme R à la puissance n, ici n c'est moins 2, donc R à la puissance n, quand vous le dérivez, ça vous donne n multiplié par R à la puissance n-1. Donc, si n est égal à moins 2, je vais avoir moins 2, R à la puissance moins 3, donc moins 2 sur R3. Mais j'avais un signe moins ici, donc j'ai plus 2Kp cosinus θ sur R3. C'est bon? Alors, maintenant, Eθ. Eθ, c'est moins 1 sur R, dérivée partielle de V par rapport à θ. Alors, je considère Kp sur R2 constant et je dérive cosinus θ par rapport à θ. La dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ. J'ai un signe moins ici. Donc, je vais avoir 1 sur R multiplié par Kp sur R carré multiplié par sinus θ, donc ça me donne Kp sinus θ sur R occupe. Voilà donc mes deux composantes polaires du champ électrique créées par un dipôle qui se trouve au point O, en un point M situé à la distance petit r et avec un angle θ entre l'orientation du moment dipolaire électrique et l'orientation du vecteur OM, qui est le vecteur position où se trouve le point M. Voilà, alors vous remarquez là aussi quelque chose d'original par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans un champ produit par une distribution de charges ponctuelles. C'est que d'habitude on a un champ en 1 sur R carré et que là on vient de se retrouver avec un champ en 1 sur R au cube. Alors ce champ en 1 sur R au cube, il n'existe que si la distance R est très grande par rapport à la distance petit a qu'il y a entre les deux charges moins Q et plus Q. Autrement, bah vous allez trouver un champ en 1 sur R carré. Alors, les valeurs particulières maintenant. Alors, les valeurs particulières, ben, on va reprendre, ce sera les valeurs particulières de l'angle θ, évidemment. Hein. Alors, si θ égale 0, ben, on remplace aussi nos deux composantes. Si θ égale 0, ben, j'aurai le cosinus θ qui vaudra 1. Donc, ER égale à 2Kp sur R3. Eθ qui sera nul, puisque le sinus de 0, c'est 0. D'accord? Et on va représenter ça. Donc, ça sera mon point M1 de tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai l'angle entre le moment dipolaire P, je ne l'ai pas représenté ici, mais il est toujours orienté de la charge négative à la charge positive. Hein. Donc, mon moment dipolaire électrique, il est horizontal vers la droite.
Donc, mon point M1 se trouvant ici, j'ai l'angle entre P et OM1 qui est bien égal à 0, donc je suis bien en ce point. Et j'ai, alors pour pouvoir représenter mon champ, j'ai besoin de mes deux vecteurs unitaires UR et Uθ. Alors je vous rappelle que les vecteurs UR et Uθ sont des vecteurs tournants. À chaque fois qu'on changera de position, eh bien l'orientation de ces deux vecteurs va changer. Donc si je suis ici, UR, eh bien c'est la direction radiale, c'est-à-dire la direction qui va du point O au point M1, donc c'est sortant, voici UR, et Uθ, ben, je tourne de plus pi sur 2 pour avoir le vecteur Uθ. Et je représente uniquement ma composante radiale puisque la composante transversale est nulle. Donc voici mon champ E au point M1. Alors on passe au point M2, c'est-à-dire le point qui a pour coordonnées polaires θ plus pi sur 2. Donc j'ai considéré des points qui sont tous à la même distance petit r, c'est pour ça que r n'apparaît pas, d'accord? Je n'ai fait varier que l'angle θ. Donc je suis toujours OM1, OM2, OM3 et OM4 sont normalement, c'est peut-être un petit peu décalé ici, mais j'ai pris des vecteurs OM1, OM2, OM3, OM4 de même module. Il n'y a que l'angle θ qui les différencie les uns des autres. Alors ici, j'ai mon vecteur P qui est horizontal vers la droite, mon vecteur OM2 qui est vertical et vers le haut. Donc mon angle entre les deux vecteurs, c'est bien plus pi sur 2. D'accord? Alors, je suis au point OM2. Je cherche donc que je suis à θ égale plus pi sur 2. Je remplace dans mes expressions. Ma composante radiale va être nulle. Ma composante transversale va être égale à kp sur R3. D'accord? Pour θ égale à plus pi sur 2. Alors, je représente ça sur au point M2. Alors, j'ai besoin de mes deux vecteurs unitaires UR, donc je vous rappelle UR qui est la direction radiale, donc qui part du point O vers le point M2, donc voici UR, et Uθ, je tourne de pi sur 2 dans le sens positif, donc dans le sens trigonométrique, pour avoir le vecteur Uθ. Alors, je constate qu'à θ égale plus pi sur 2, ER est nul, donc je n'aurai pas de composante verticale. Eθ égale à kp sur R3, donc E, R va être dans le sens, j'ai trouvé quelque chose de positif, donc c'est dans le sens du vecteur Uθ. C'est bon? Comme j'ai pris des distances identiques, eh bien, on voit bien qu'ici j'ai 2 kp sur R3 et ici kp sur R3, ça veut dire que ce champ, il sera 2 fois plus petit que celui-là en module. Hein. C'est bon? Alors, je vais aller maintenant à mon point M3 qui se trouve à θ égale à plus ou moins pi. Alors, je vous rappelle que mon vecteur P, il faudra que je le rajoute hein, dans votre PDF. Le vecteur P est orienté horizontalement vers la droite, d'accord? Et mon vecteur OM3, il va du point O au point M3. Donc, il est horizontal vers la gauche. Ça veut dire que l'angle qu'il y a entre P et OM3, c'est bien un angle qui vaut soit plus pi, soit moins pi. Je peux tourner soit dans ce sens, soit dans celui-là pour aller du vecteur P au vecteur OM3. Alors, si l'angle vaut pi, si θ vaut pi, eh bien, je vais avoir ici le cosinus qui va valoir moins 1, le sinus qui va valoir 0, et j'aurai ER égale à moins 2 kp sur R3. Alors là encore, j'ai besoin pour pouvoir représenter mon vecteur E, pour représenter
ma composante ER, qui est la seule à exister, Eθ étant égal à 0, eh bien, j'ai besoin de deux vecteurs unitaires, UR et Uθ. Alors, UR, il a la direction radiale, donc je vais du point O au point M3, donc il est bien horizontal vers la gauche. Je tourne dans le sens trigonométrique d'un angle de pi sur 2, donc mon vecteur Uθ, cette fois-ci, il est vertical vers le bas. D'accord? Et je représente mes deux composantes, ER qui est négative, ça veut dire elle a la direction radiale, mais dans le sens opposé à celui de UR, d'accord? Le signe moins, il m'indique que ma composante ER est dans le sens négatif par rapport à mon vecteur unitaire UR. Donc, voici ma composante radiale. La composante transversale n'existe pas, donc je n'ai pas de composante ici. Mon champ, il est horizontal, orienté vers la droite. Dernier cas particulier, c'est quand θ est égal à moins pi sur 2 ou à 3 pi sur 2. Je vous rappelle que l'angle θ, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur P et le vecteur OM. Je suis ici au point M4, donc entre P et OM4. Donc, soit je tourne dans ce sens et je fais un angle de moins pi sur 2, soit je tourne dans ce sens et je fais un angle de 3 pi sur 2. Dans les deux cas, que ce soit moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2, le cosinus vaut 0 et le sinus vaut moins 1. Donc, je vais avoir ER égale 0 et Eθ égale à moins kp sur R3. Alors, là aussi, je représente, pour pouvoir représenter mon champ, je dois d'abord représenter mes deux vecteurs UR et Uθ. UR a la direction radiale, donc il va du point O au point M4, il va dans ce sens-là, donc il sera vertical vers le bas. Je tourne de plus pi sur 2 à partir de UR pour avoir Uθ. Et donc, mon vecteur Uθ se trouve orienté horizontalement vers la gauche. Donc, je reprends mes composantes. Il n'y a pas de composante radiale, donc pas de composante suivant le vecteur UR. Il y a une composante transversale qui est négative. Ça veut dire que mon vecteur Eθ doit être de sens opposé à celui du vecteur unitaire Uθ. Voilà. Alors, si vous tracez les lignes de champ, eh bien, vous vous rendez compte qu'on a bien un champ qui est toujours tangent à la ligne de champ au point où on l'a construit. Donc, vous voyez bien que mes vecteurs E, que j'ai représentés à ces 4 positions particulières, eh bien, le vecteur E, il est toujours tangent à la ligne de champ sur laquelle vous avez choisi de le représenter. Est-ce que la figure est bien claire? Alors, en bleu, ce sont les vecteurs unitaires UR, Uθ, et en rouge, c'est le champ. C'est bon? D'accord. Alors, jusqu'à maintenant, on a regardé ce qu'un dipôle pouvait créer autour de lui. Et bien maintenant, on va regarder ce qui arrive à un dipôle. D'accord. Maintenant, on va regarder ce qui arrive à un dipôle quand on le met dans un champ électrique. Alors, on choisit le cas le plus simple, c'est le champ uniforme, parce que c'est plus facile, évidemment, et que dans le cas où le champ n'est pas uniforme, les choses sont très compliquées, parce qu'il va y avoir à la fois un mouvement de rotation et de translation du dipôle, et c'est quelque chose qui n'est pas évident à étudier. Donc, on va se cantonner
au champ uniforme, que les choses soient les plus simples possibles. Alors, on va donc prendre une région de l'espace où il y a un champ uniforme. Alors, un champ uniforme ici orienté horizontalement vers la droite, d'accord? Alors, je l'ai représenté ici, mais il existe partout, hein, partout, dans tout l'espace qui entoure. Hein, excusez-moi, je reviens. Voilà, j'avais oublié de brancher mon ordinateur sur le secteur. Alors, on a donc dans tout l'espace dans lequel se trouve ce dipôle un champ qui est partout en tout point uniforme, c'est-à-dire qu'il a toujours la même direction, le même sens, le même module. Donc la direction horizontale, le sens vers la droite, le module E0 ou E, pardon. E. Alors, on met un dipôle dans avec cette orientation, c'est-à-dire que son moment dipolaire électrique P va faire un angle alpha avec la direction de E, la direction du champ électrique. Alors, cet angle alpha, ici, j'ai pris un angle aigu, c'est-à-dire qu'il est plus petit que pi sur 2. On regardera tout à l'heure ce qui se passe s'il est plus grand que pi sur 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, faut pas oublier qu'un dipôle électrique, c'est un ensemble de deux charges ponctuelles. Donc, je vais avoir la charge plus Q qui va être soumise à une force F égale QE qui va la tirer vers la droite, et la charge moins Q va être soumise à une force moins F égale à moins QE qui va la tirer vers la gauche. Alors, quelle va être l'action de ces deux forces? Eh bien, vous voyez bien que ces deux forces, elles sont parallèles, elles n'ont pas la même ligne d'action. Donc, leur effet, ça va être de provoquer une rotation du dipôle autour de son centre, autour de O, d'accord? Et qui vont, ces deux forces, elles forment ce qu'on appelle un couple de forces, et un couple de forces crée un mouvement de rotation. Donc, le dipôle va avoir tendance à basculer dans ce sens. Il va tourner autour de son centre O de manière à ce que le moment dipolaire P soit aligné avec le champ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand il se retrouve aligné avec le champ? Eh bien, regardez bien les directions des deux forces F et moins F. Eh bien, vous voyez qu'elles ont la même ligne d'action. Elles ne forment plus un couple de forces, donc elles ne vont plus provoquer un mouvement de rotation. Alors, dans cette position, si le dipôle a son moment dipolaire électrique aligné avec le champ, c'est-à-dire dans la direction parallèle au champ, eh bien, il est dans une position d'équilibre. D'accord? Donc, je vous remontre la position dans laquelle il était. Sous l'action du couple de force, eh bien, il va avoir tendance à tourner vers la droite. Et quand il arrive à cette position, eh bien, il n'y a plus de couple de force susceptible de le faire tourner. Donc, il va être dans une position d'équilibre. Et s'il n'y a pas d'élan pour le faire tourner, ben, il va rester à cette position d'équilibre. Alors, on va regarder maintenant la situation inverse, c'est-à-dire
je vous rappelle que j'ai mis mon point A ici, mon point B là, d'accord? Donc ma charge moins Q ici et ma charge plus Q là. Eh bien, je vais inverser. Je mets mon point A ici, donc ma charge moins Q ici, ma charge plus Q là où était la charge moins Q. Ça veut dire que j'ai inversé mon dipôle. Je l'ai mis dans l'orientation opposée. Son moment dipolaire électrique, il va être orienté ici vers le bas, vers la gauche et vers le bas, ce qui fait que l'angle entre le vecteur P et le champ électrique, eh bien, il est devenu plus grand que pi sur 2. D'accord? Mon angle alpha, le voici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Ben, on regarde les charges séparément. La charge plus Q est soumise à une force égale à QE qui est dans le sens du champ, et la charge moins Q va être soumise à une force moins F égale à moins QE dans le sens opposé au champ, puisque c'est une charge négative. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces deux forces, elles n'ont pas la même ligne d'action, d'accord? Elles ont des orientations, des directions qui sont parallèles. Donc, cette force va avoir tendance à tirer le dipôle, à tirer la charge plus vers la droite. Cette force va avoir tendance à tirer la charge moins Q vers la gauche, ce qui fait que ça va faire basculer le dipôle et le faire tourner dans ce sens. D'accord? Jusqu'à, alors, ça va le faire tourner vers la gauche cette fois-ci, jusqu'à ce qu'il se retrouve une nouvelle fois dans cette position d'équilibre. C'est-à-dire que une fois que le dipôle aura fini de tourner, la charge moins Q va se retrouver ici à gauche, la charge plus Q va se retrouver à droite, le dipôle va être aligné avec le champ, le moment dipolaire électrique va être parallèle au vecteur E, exactement comme dans cette situation. C'est bon? Voilà. Alors, dès qu'on a un couple de forces, dès qu'on a un mouvement de rotation, eh bien, ce qui va compter pour décrire le mouvement, ça ne sera pas uniquement les forces, mais ça sera aussi les moments des forces. Donc, on va ici parler du moment du couple de forces. Alors, le moment du couple de forces F et moins F. Alors, le moment des forces, c'est toujours par rapport au centre de rotation ou par rapport à l'axe de rotation. Ici, mon centre de rotation, c'est O. Donc, je vais chercher le moment du couple de forces par rapport à O. D'accord? Et ce moment du couple de forces, je vais l'appeler taux. Alors, taux, c'est quoi? Taux, c'est la somme des moments de chacune des forces. Donc, je vais avoir, alors, comment est-ce qu'on écrit le moment d'une force? Eh bien, c'est le produit vectoriel du vecteur qui va du centre de rotation au point d'application de la force. Alors, le centre de rotation ici pour la force F, c'est le centre de rotation, c'est O. Le point d'application de la force, c'est le point B. Donc, je cherche le produit vectoriel entre OB et la force. Donc, ici, j'ai produit vectoriel de OB par F. Maintenant, pour l'autre force, eh bien, ça sera le vecteur OA, et je fais le produit vectoriel du vecteur OA avec la force moins F, d'accord, qui s'applique sur la charge moins Q. Donc, le moment du couple de force, c'est le moment de la force F, donc OB fois F, plus le moment de la force moins F. Donc, OA, produit vectoriel, moins F. Alors, j'ai le droit de regrouper des termes à condition de garder l'ordre des facteurs dans mon produit vectoriel. Donc, je peux emmener ce terme-là, je peux l'emmener à gauche, d'accord? Donc, j'aurai OB moins OA, alors le tout vectoriel F. Or, quand je fais OB moins OA, j'ai vu tout à l'heure que c'était AB. Or, AB, je l'ai appelé petit a.
d'accord? Le vecteur qui va de la charge, le vecteur de déplacement qui va de la charge négative à la charge positive. Donc, j'ai petit a vectoriel QE. Or, Q étant un scalaire, je ne change rien à mon produit vectoriel si je le fais passer dans le premier facteur. Donc, j'enlève Q ici, je le mets dans le premier terme, et j'ai QA vectoriel E. Or, QA, et bien c'est comme ça que j'ai défini mon moment dipolaire électrique. Donc, j'ai taux qui est égal au produit vectoriel PE. Voilà. Taux, c'est le produit vectoriel de P, du vecteur P par le vecteur E. Alors, ce vecteur qui est le résultat d'un produit vectoriel, ben, on sait définir le vecteur qui est le résultat d'un produit vectoriel. Il a pour direction la direction perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Donc ici, les deux vecteurs, c'est P et E. Ça veut dire que taux est perpendiculaire aux deux vecteurs P et E. D'accord? Il a pour sens le sens donné par la règle de la main droite. Alors, la règle de la main droite, elle dit quoi? Elle dit que je prends, je vais reculer un peu. Alors, règle de la main droite, avec les 4 doigts, je prends la direction et le sens du premier vecteur. C'est-à-dire que, ici, dans mon produit vectoriel PE, P doit me sortir par les doigts. D'accord? Et je ferme la main pour avoir la direction de E. D'accord? Donc, PE. Et taux est donné par le pouce. Alors, je regarde mes vecteurs dans les deux orientations possibles. Hein. Quand j'ai le vecteur P qui fait un angle plus petit que pi sur 2 et quand dans l'orientation opposée, quand P fait un angle de alpha égal à qui est un angle obtus, c'est-à-dire alpha supérieur à pi sur 2. Alors, je regarde. Dans ce cas, la figure de gauche, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai P, d'accord? La direction de P. Je ferme la main pour avoir la direction de E. Et le produit vectoriel est orienté vers l'arrière de l'écran. C'est bon? Deuxième possibilité. Donc, je le dessine avec la queue de la flèche qu'on voit vers l'avant de l'écran. Et la tête de la flèche est à l'arrière de l'écran. D'accord? Maintenant, pour l'autre situation, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je mets ma main sur la direction de P, je la ferme pour avoir la direction de E, et j'ai le vecteur taux qui est orienté vers moi, donc qui sort de l'écran, perpendiculairement à l'écran, il sort de l'écran. Alors, j'ai pris ici, évidemment, P et E qui sont dans le plan de l'écran, donc taux est perpendiculaire à l'écran. Alors, la seule chose à regarder maintenant, c'est est-ce que c'est vers l'avant ou vers l'arrière? Eh bien, vous tournez à partir de P, vous allez jusqu'à E, d'accord? Et le pouce vous donne le sens, la direction et le sens du produit vectoriel. C'est bon? Alors, vous voyez bien, j'ai reproduit le sens de la rotation, d'accord? Dans les deux cas. Alors ça, c'était l'application de la règle de la main droite. Maintenant, le module du produit vectoriel PE, eh bien, c'est le module de P par le module de E par les sinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Alors, si l'angle c'est alpha, ben, vous cherchez le produit PE sinus alpha. Est-ce que c'est bien clair cette manière de trouver le moment du couplet de force. Voilà. Très bien. Alors, on observe évidemment que si on change l'orientation du dipôle, si on l'inverse, eh bien, on inverse l'orientation
du moment du couple de force. Alors le rond avec un point au milieu, ça veut dire que la flèche, elle sort, le vecteur taux, il sort de l'écran. D'accord? Donc vous voyez la pointe de la flèche. C'est bon? Non. Alors, une seconde, hein, je reviens. J'ai pas eu le temps de lire la question. Alors, Eto, on le met où sur le plan? Eh ben, on peut pas le mettre sur le plan parce qu'il n'est pas dans le plan, d'accord? Est-ce que vous posez la question? C'est Belhadj. Oui. Bah, on peut pas le mettre dans le plan puisqu'il est perpendiculaire au plan, d'accord? Le résultat d'un produit vectoriel, c'est un vecteur qui est toujours perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs en question. Donc, si mes deux vecteurs P et E sont dans le plan de l'écran, eh bien, taux, il est perpendiculaire à ce plan. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le représenter sur le plan. Vous ne pouvez représenter que son sens d'une certaine façon. Vous pouvez dire s'il est vers l'arrière ou vers l'avant. Vous savez qu'il est perpendiculaire à votre écran. Ce qu'il faut préciser, c'est est-ce qu'il est vers l'arrière ou est-ce qu'il est vers l'avant. Eh bien ici, quand vous appliquez la règle de la main droite, vous obtenez un vecteur taux ici qui est sur la figure de gauche, il est vers l'arrière et sur la figure de droite, il est vers l'avant. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Belhadj? C'est bon? Le cercle, on le met où? J'ai pas compris de quel cercle vous parlez. Ah, le petit cercle pour dessiner celui-là? Ah, d'accord. Oui, oui. Alors vous le mettez n'importe où proche du centre de rotation. Moi je l'ai mis là, mais j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre là. Alors bon, c'est-à-dire on pourrait très bien le représenter au centre de rotation, mais bon on n'y verrait plus rien. Peut-être qu'on peut le représenter au centre de rotation. Alors c'est plus facile si vous faites une représentation en 3D, c'est-à-dire que vous représentez les deux vecteurs P et E dans un plan, par exemple vous représentez un système d'axes ou X ou Y ou Z, d'accord? Et vous mettez vos deux vecteurs P et E dans le plan X ou Y, et à ce moment-là, le moment du couple de force sera porté par l'axe Z, et à ce moment-là, vous pouvez le représenter au point O, soit vers le haut, soit vers le bas, suivant l'orientation des deux vecteurs. D'accord? Peut-être que c'est plus visible si vous le représentez en 3D. Ici, si on représente les deux vecteurs P et E dans le plan de l'écran ou dans le plan de votre feuille, votre page de cahier, eh bien le vecteur taux, on peut pas le représenter dans le plan. On peut représenter que la manière dont il va traverser le plan. Donc il traverse le plan soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Alors oui, on pourrait aussi le représenter au point O, hein, c'est pas un problème. C'est juste histoire que ce soit plus visible, c'est pour ça que je l'ai décalé un petit peu. C'est bon? D'accord. Okay. Alors, les remarques. Alors, les remarques, c'est que on a trouvé que le module de taux, c'était PE sinus alpha. Eh bien, ça veut dire que taux, le module du moment du couple de force, eh bien, il y a des situations dans lesquelles il sera nul. Alors, ces situations,
c'est quand alpha égale 0, c'est-à-dire il faut regarder qu'est-ce qui peut être nul dans PE sinus alpha. D'accord? Le champ n'étant pas nul, P n'étant pas nul, donc il n'y a que le sinus alpha qui peut être nul. Donc ça veut dire que il y a deux positions dans lesquelles le module de taux peut être nul. C'est soit quand alpha égale 0, c'est-à-dire quand P a même direction et même sens que le champ, soit alpha égale à plus ou moins pi, c'est quand P est dans la même direction que E, mais dans le sens opposé à E. Alors, ces valeurs de alpha, eh bien, elles correspondent à ce qu'on appelle des positions d'équilibre. On en a vu une tout à l'heure. Et dans cette position d'équilibre, eh bien, il n'y a plus de couple de force et le dipôle ne peut plus tourner autour de son centre haut. Donc, on appelle ces positions des positions d'équilibre. Alors, on va regarder les deux. La première position, c'est quand alpha égale 0. Alors, on dit, c'est celle-ci, hein, alpha égale 0. Donc, P et E forment un angle qui vaut 0, puisque P a même direction que E et même sens que E. Donc, si vous essayez de trouver l'angle qu'il y a entre P et E, eh bien, vous obtenez 0. D'accord? Donc, on dit, cette position-là, on dit que c'est une position d'équilibre stable. Alors, pourquoi position d'équilibre stable? C'est parce que si on essaye de déplacer le dipôle, de l'écarter, de lui donner une autre orientation, si on essaye de l'écarter de cette position d'équilibre, eh bien, il y revient sous l'action du couple de force. Alors, on va regarder ça. J'ai mis en gris sa nouvelle position, d'accord? C'est-à-dire que il est dans la position d'équilibre qui est la position où P est parallèle à E, d'accord? Et je vais l'écarter de cette position et je le mets dans la position en gris. Alors, si je le mets dans la position en gris, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, la charge positive va être soumise à une force dans le sens du champ et la charge négative va être soumise à une force dans le sens opposé au champ. Alors, eh bien, j'ai de nouveau une force F, une force moins F, d'accord, qui vont former, vous voyez bien qu'elles sont parallèles, donc elles forment un couple de forces qui va avoir tendance à faire tourner le dipôle, d'accord, de manière à le ramener à sa position d'équilibre, d'accord. Il était, je vous rappelle, sa position initiale, c'était la position d'équilibre telle que P est parallèle à E, d'accord? Et je l'ai écarté de cette position, je l'ai mis dans la position dessinée en pointillé en gris. Si je le lâche à cette position, eh bien, il va revenir à sa position initiale parce que il va être soumis à un couple de forces qui va le faire tourner de manière à le ramener à cette position. Alors, je regarde maintenant dans l'autre, si j'avais mis le dipôle dans l'autre sens, est-ce que c'est vrai aussi? Alors, si j'avais mis le dipôle, le dipôle est toujours dans le même sens, excusez-moi. Si je fais tourner, si je le fais tourner dans l'autre sens, d'accord? Ici, il était dans la position horizontale et je l'ai fait tourner dans ce sens-là. Ici, je vais le faire tourner vers le bas, c'est-à-dire que ma charge positive, elle va être ici, ma charge négative va être là, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, la charge positive, comme tout à l'heure, va être soumise à une force F égale plus QE. La charge négative a une force moins QE. Ces deux forces forment un couple de forces, d'accord? Celle-ci va le tirer vers la gauche et celle-là va le tirer vers la droite. Donc, elles vont faire en sorte qu'il bascule et qu'il tourne dans ce sens et il va revenir à sa position initiale. Donc, quelle que soit la manière dont je l'écarte de sa position d'équilibre, il revient à cette position d'équilibre. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une position d'équilibre stable, c'est-à-dire une position d'équilibre
que le dipôle va toujours avoir tendance à retrouver si vous l'écartez de cette position d'équilibre. C'est bon? Alors, on va regarder maintenant dans la position, l'autre position d'équilibre. Alors, l'autre position d'équilibre, c'est quand alpha est égal à plus ou moins pi, c'est-à-dire que j'ai le vecteur P qui est parallèle à E, les deux sens opposés à E, d'accord? Eh bien, on dit que cette position est une position d'équilibre instable, parce que si on écarte légèrement le dipôle de cette position, eh bien, il va s'éloigner de cette position. Eh bien, on vérifie ça. Si je le fais tourner dans ce sens-là, donc il va être dans l'orientation que j'ai dessinée en gris ici, c'est bon? La charge négative est ici, hein, donc elle va être soumise à une force moins QE, donc vers la gauche. La charge positive est là, elle va être soumise à une force plus QE, donc vers la droite. Eh bien, on a de nouveau un couple de forces. Cette force va avoir tendance à tirer le dipôle vers la gauche. Celle-là va avoir tendance à tirer le dipôle vers la droite, c'est-à-dire qu'elles vont le refaire basculer. Il va tourner dans ce sens-là et il va de nouveau revenir à sa position d'équilibre stable. C'est-à-dire que on est parti de la position d'équilibre instable et le résultat, quand on a écarté le dipôle de cette position d'équilibre instable, c'est qu'il n'est pas revenu à cette position d'équilibre. Il est parti vers l'autre position, c'est-à-dire qu'il est venu s'orienter de manière à ce que P soit dans le même sens que E. Alors, on regarde si on écarte dans l'autre sens. Alors, si j'écarte dans l'autre sens, c'est-à-dire que je fais basculer le dipôle vers le bas, la charge négative va être soumise à une force moins QE, la charge positive va être soumise à une force QE. Ces deux forces, vous voyez bien qu'elles sont, leurs orientations sont décalées, donc elles forment un couple de forces. Celle-ci tire le dipôle, tire la charge positive vers la droite. Celle-ci tire la charge négative vers la gauche. Donc, elles vont avoir tendance à faire basculer le dipôle dans ce sens-là et il ne s'arrêtera que quand il sera arrivé à sa position d'équilibre stable, c'est-à-dire quand P sera parallèle à E. Donc ici, ça va tourner, ça va faire basculer le dipôle jusqu'à ce que P soit revenu se mettre dans la même direction et le même sens que le vecteur E. Ça va? Alors, si je compare les deux positions d'équilibre, dans les deux situations, j'ai taux qui est égal à 0, hein, puisque sinus 0, c'est 0, donc le module de taux égale 0, et sinus de pi, c'est 0, donc le module de taux est égal à 0. Donc, dans les deux situations, je suis dans une position d'équilibre. D'accord? Position d'équilibre, c'est quand il n'y a pas de couple de force, qu'il n'y a pas de mouvement de rotation. Maintenant, ben, la différence entre les deux, c'est que ici, si j'essaye de m'en écarter, eh bien, le couple de force ramène le dipôle à cette position. Par contre, ici, si j'essaie de m'en écarter dans ce sens ou dans celui-là, eh bien, le couple de force va faire basculer le dipôle et va lui faire quitter cette position d'équilibre. C'est pour ça qu'on l'appelle position d'équilibre instable. C'est-à-dire que dès que vous bougez un tout petit peu votre dipôle, eh bien, il quitte définitivement cette position d'équilibre. Par contre, dans la position d'équilibre stable, vous le faites bouger un petit peu, ben, il revient à sa position d'équilibre. Alors, deuxième remarque, c'est que le couple est maximal pour alpha égale à plus ou moins pi sur 2. Alors, puisque je vous rappelle que tout son module c'est PE sinus alpha, eh bien quand sinus, ok, je reviens. Quand alpha est égal à plus ou moins pi sur 2, le sinus est maximal. Donc le module de taux, le couple est maximal quand alpha est égal à plus ou moins pi sur 2.
Alors, Djirali, vous n'avez pas compris la différence entre les deux, donc je reprends. Alors, j'ai voilà le résultat qu'on a trouvé pour le module du moment du couple de force. D'accord? On a trouvé que c'est le produit du module de P par le module de E par le sinus de l'angle qu'il y a entre P et E. D'accord? Donc on est euh, soit dans cette situation, soit dans celle-là, suivant l'orientation du dipôle. D'accord? L'angle alpha, il peut être soit inférieur à pi sur 2, soit supérieur à pi sur 2. Dans ce cas, ben, le dipôle va avoir tendance à tourner dans ce sens. Et ici, si vous mettez le dipôle dans cette orientation-là, eh bien, il va tourner dans l'autre sens. Alors, donc on a trouvé que taux est égal à PE sinus alpha, ce qui veut dire que si sinus alpha est égal à 0, eh bien, le module du moment du couple de force est égal à 0. D'accord? Alors, je vous rappelle que dans le mouvement de translation, on est dans une position d'équilibre si la somme des forces est égale à 0. C'est une position d'équilibre. Eh bien, dans le mouvement de rotation, on est dans une position d'équilibre si la somme des moments de toutes les forces appliquées est égale à 0. Or ici, ce moment du couple de forces, eh bien, c'est la somme des moments de toutes les forces appliquées au dipôle. Toutes les forces, il n'y en a que deux, hein, c'est la force qui s'exerce sur la charge plus Q et la force qui s'exerce sur la charge moins Q. Donc, si la somme des moments est égale à 0, eh bien, il n'y a pas de mouvement de rotation, donc je suis dans une position d'équilibre. D'accord? C'est à mettre en parallèle avec ce qui se passe dans un mouvement de translation. Si la somme des forces est égale à 0, eh bien, l'objet est dans une position d'équilibre. D'accord? Puisque la somme des forces est égale à 0. Et ici, il n'y a pas de mouvement de translation, donc il est dans une position d'équilibre. Et bien ici, c'est un petit peu la même chose pour un mouvement de rotation. Pour un mouvement de rotation, il n'y a pas de rotation si la somme des moments de toutes les forces appliquées est égale à 0. Donc, je suis en train de chercher les positions d'équilibre, d'accord? Donc, ça sera les valeurs, les positions qui vont correspondre à mes valeurs de alpha, qui seront telles que taux va être égal à 0. Donc, quand je regarde l'expression de taux, eh je vois que c'est PE sinus alpha. Eh bien, sinus alpha est égal à 0. Il n'y a que ça qui peut être nul. Hein. P et E ne sont pas nuls, donc il n'y a que sinus alpha qui peut être nul. Eh bien, c'est nul quand alpha est égal à 0 ou quand alpha est égal à plus ou moins pi. Alors, je reviens à mes positions d'équilibre. Alors, soit alpha égale 0, ça veut dire que P est dans le même sens que E, d'accord? Soit alpha égale à plus ou moins pi, ça veut dire que P, vous voyez bien que P est vers la gauche alors que E est vers la droite, ça veut dire que P, l'angle qu'il y a entre P et E, c'est soit celui-là, donc c'est plus ou moins pi, d'accord? C'est bon jusque-là? Alors maintenant, ben, on regarde donc dans les deux situations, on a dit que à partir du moment où taux est égal à 0, c'est une position d'équilibre. Donc mes deux positions d'équilibre, c'est soit pour alpha égale 0, donc P parallèle à E, soit alpha égale plus ou moins pi, donc P parallèle à E, mais dans le sens opposé à E. Alors maintenant, la différence entre ces deux positions d'équilibre, c'est qu'il y en a une qui est une position d'équilibre stable et l'autre qui est une position d'équilibre instable. Alors, pour savoir
si c'est une position d'équilibre stable ou instable, eh bien, j'écarte le dipôle, d'accord? C'est un petit peu comme ce qui se passait en mécanique quand on a étudié le mouvement de translation. Quand la particule se trouve à une position d'équilibre, pour savoir si c'est une position d'équilibre stable ou instable, on l'écarte légèrement de cette position. Si elle revient à la position, eh bien, c'est une position d'équilibre stable. Et si elle quitte définitivement cette position, c'est une position d'équilibre instable. Eh bien, on va faire le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on fait tourner notre dipôle d'un petit angle, d'accord? Et on le lâche et on regarde est-ce qu'il va avoir tendance à revenir à cette position d'équilibre, d'accord? Donc ici, ben j'ai fait tourner, je l'ai écarté de sa position d'équilibre de deux manières différentes. Je l'ai fait tourner vers le haut ou vers le bas. Et dans les deux cas, ben j'ai trouvé que le couple de force le ramenait à sa position d'équilibre. Ici, si je l'écarte de sa position d'équilibre en le faisant tourner vers le haut, eh ben, vous voyez que le couple de force le ramène à cette position. Et ici, si je le fais tourner vers le bas, eh bien, le couple de force va avoir tendance à le ramener, voilà le sens de la rotation, il va avoir tendance à le ramener à sa position initiale. Donc, j'en conclus que c'est une position d'équilibre stable. Maintenant, je regarde l'autre position. L'autre position d'équilibre, c'est quand P et E sont de sens opposé. D'accord? Alors, c'est une position d'équilibre. Je vais vérifier si elle est stable ou instable. Donc, je fais tourner mon dipôle, je le lâche et je regarde, est-ce qu'il revient à cette position ou est-ce qu'il ne revient pas à cette position? Et bien, quand vous l'écartez, quand vous le faites tourner légèrement vers le haut, d'accord, vous le faites tourner autour de haut, hein, autour de son centre, et que vous le lâchez dans la position en gris, vous voyez bien que le couple de force a tendance à le faire tourner dans ce sens-là, d'accord? Cette force le tire vers la gauche et cette force le tire vers la droite. Donc, ça veut dire qu'il va basculer vers la gauche. Et quand il aura fini de tourner, eh bien, son vecteur, je vous rappelle que la charge moins Q est ici, que la charge plus Q est là. Ça veut dire que son vecteur P va être comme ça. Si vous faites tourner le dipôle, eh bien, le vecteur P va se retrouver comme ici, orienté vers la droite. Donc, il était dans cette position d'équilibre. Dès que vous l'avez écarté de cette position, eh bien, il a basculé pour aller vers l'autre position d'équilibre au lieu de revenir à cette position d'équilibre. Vous voyez bien qu'ici, quelle que soit l'orientation que vous lui donnez, il revient à la position d'équilibre. Alors qu'ici, si vous l'écartez un petit peu, il continue dans le même sens, il va tourner et il revient pas à sa position d'équilibre que vous venez de lui faire quitter. Et ici, si vous le faites tourner vers le bas, si vous ramenez son orientation dans cette position-là, eh bien là aussi, la charge plus Q elle va être tirée vers la droite, la charge moins Q va être tirée vers la gauche, ce qui provoque un mouvement de rotation dans ce sens-là, et le dipôle n'est pas revenu à la position que vous venez de lui faire quitter, donc ce n'est pas une position d'équilibre stable. Alors, attendez, avant que je réponde à Hissas, est-ce que c'est plus clair, Djirali Racha? C'est bon ou pas? Bon, je considère que oui. Bon, je vais répondre. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi le... Ça veut dire quoi? C'est mitigé ou c'est un oui, un vrai oui?
Bon. Alors, Hassas Imen demande pourquoi est-ce que le couple est maximal pour alpha égale à plus ou moins pi sur 2. Ben, on reprend notre expression du couple, hein, du moment du couple de force. Alors, le voici. Le module de taux, c'est PE sinus alpha. D'accord? On vient de voir que taux égale 0 si sinus alpha est égal à 0. Le taux, c'est un module, hein. Taux va être maximal en module, hein. D'accord? Ah, d'accord. Ok. Alors, taux va être maximal si sinus alpha est maximal. D'accord? Donc, je cherche le module de taux maximal. Donc, ça veut dire que le module de sinus alpha doit être maximal. D'accord? Quand est-ce que sinus alpha est maximal? Eh bien, c'est quand soit alpha est égal à plus pi sur 2, donc sinus alpha est égal à 1, soit alpha est égal à moins pi sur 2, donc sinus alpha est égal à moins 1, d'accord? Donc, le module de sinus alpha va être maximal, soit quand alpha est égal à plus pi sur 2, soit quand alpha est égal à moins pi sur 2. C'est bon? Alors, d'accord. Alors, pourquoi vous n'êtes pas convaincu à 100%? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas convaincu, Jarali? Vous n'êtes pas convaincu par la définition de ce que c'est qu'une position d'équilibre stable ou instable, c'est ça? Alors, sur le dessin, vous voyez pas que le dipôle ne reprend pas sa position initiale A. D'accord. Alors, vous êtes convaincu pour la position d'équilibre stable, que ça reprend sa position. Eh bien, ici, d'accord. Alors, dans cette situation, pour qu'il reprenne, pour que le dipôle reprenne sa position d'équilibre instable, d'accord, qu'il reprenne cette position, il aurait fallu que le sens de la rotation, ce soit qu'il tourne dans ce sens-là, d'accord, pour pouvoir revenir à cette situation où P est orienté horizontalement vers la gauche, d'accord. Si vous l'écartez de cette position et que vous le lâchez tel qu'il est ici, je vous rappelle que je l'ai fait tourner d'un petit angle, ça veut dire que ma charge moins Q est ici et que ma charge plus Q est là, d'accord. Pour qu'il revienne à cette position initiale, il aurait fallu qu'il tourne comme ici, dans ce sens-là. Or, quand vous regardez comment sont orientées les forces, eh bien, celle-ci tire cette extrémité du dipôle vers la gauche et celle-là tire l'autre extrémité du dipôle vers la droite. C'est-à-dire que ça va avoir tendance à le faire tourner dans ce sens-là. Et donc, il ne revient pas à sa position d'équilibre, puisque la première position d'équilibre qu'il va rencontrer, une fois qu'il aura tourné, eh bien, ça va être la position où P a tellement tourné qu'il s'est retrouvé dans le même sens que E. Donc, vous êtes revenu à l'autre position d'équilibre, vous n'êtes pas revenu à la position que vous venez de lui faire quitter. D'accord. Okay. Et pareil, si vous le faites tourner dans l'autre sens. Bon, alors, ne m'aide rien. Alors, on en arrive à l'énergie potentielle d'un dipôle électrique placé dans un champ électrique.
Alors, c'est l'énergie, c'est un système de deux charges ponctuelles. Eh bien, je fais la somme des énergies potentielles. Donc, je vais avoir la charge moins Q qui se trouve au point A et la charge plus Q qui se trouve au point B. Donc, j'écris que c'est moins Q multiplié par le potentiel où se trouve la charge moins Q et plus Q multiplié par le potentiel de l'endroit où se trouve la charge plus Q. D'accord? Je regroupe. J'ai donc Q VB moins VA. VB moins VA, comme ce sont des points très rapprochés, eh bien, je peux appliquer ma relation dV égale à moins EDL. Alors, dV ici, c'est dV, c'est le potentiel final moins le potentiel initial, d'accord, égal à moins EdL, dL étant le vecteur qui va de la position initiale à la position finale. Alors, AB, c'est le vecteur petit a, donc je vais avoir Q multiplié par le produit scalaire E petit a. Le petit a, je ne change rien à mon produit scalaire si je le fais passer ici. Et je vais avoir moins QAE. Or, QA, eh bien, c'est le moment dipolaire électrique du dipôle. Donc, j'ai l'énergie potentielle qui est égale à moins le produit scalaire PE, c'est-à-dire moins PE cosinus alpha. Alors, ça va dépendre du cosinus alpha. Alors, voici la courbe de l'énergie potentielle en fonction de alpha. Et si vous regardez les valeurs particulières, quand alpha égale 0, eh bien le cosinus alpha vaut 1. Donc vous allez avoir l'énergie potentielle qui vaut moins PE. Quand alpha est égal à plus ou moins pi sur 2, le cosinus vaut 0. Donc vous avez l'énergie potentielle qui est nulle. Et quand alpha vaut plus ou moins pi, cosinus alpha va valoir moins 1. Donc, moins PE par moins 1, ça va faire plus PE. D'accord? Et quand on regarde notre courbe d'énergie potentielle en fonction de alpha, eh bien, on se rend compte que alpha égale 0 correspond à un minimum de l'énergie potentielle et que alpha égale à plus ou moins pi correspond à un maximum d'énergie potentielle. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que pour alpha égale 0, c'est la position d'équilibre stable et alpha égale à plus ou moins pi correspond à une position d'équilibre instable. Alors ça, c'est un résultat très intéressant parce que ça veut dire que la position d'équilibre stable correspond à l'énergie potentielle minimale et que la position d'équilibre instable correspond à l'énergie potentielle maximale. Alors c'est toujours le cas. L'énergie potentielle minimale correspond toujours à la position d'équilibre stable et inversement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Si c'est bon, j'arrête l'enregistrement.